Et bonjour Shaima. Bonjour Rachid. On va s'intéresser aux provinces du Sud avec la presse marocaine qui nous dit que les femmes s'imposent de plus en plus comme des actrices clés du changement. Exactement Rachid, c'est ce qui ressort de l'interview qu'a accordée Aïcha Douihi, experte en droit humain à Maroc diplomatique. Selon elle, le rôle de ces femmes connaît aujourd'hui une évolution majeure avec une visibilité accrue dans les sphères institutionnelles et stratégiques. Longtemps pilier de cohésion sociale, la femme sahraoui participe désormais activement aux politiques publiques, aux débats et aux initiatives de développement. Son approche des droits humains se veut pragmatique, axée sur la médiation, l'éducation et l'inclusion. Dans la gouvernance locale, leur implication transforme les priorités. Les politiques deviennent plus inclusives et mieux adaptées aux besoins des citoyens. Et sur le plan international, ces femmes contribuent à redéfinir le récit autour du Sahara marocain. À travers la recherche, les forums et les réseaux associatifs, elles portent une voix ancrée dans la réalité du terrain. Mais malgré toutes ces avancées, leur visibilité plutôt reste malheureusement limitée. Et après les voix des femmes sahraouis, place à un Marocain qui lui aussi se distingue sur la scène internationale. Khalid Tinasti rejoint un panel d'experts de l'ONU chargé de repenser la politique mondiale des drogues. D'après EcoActu, il a été élu lors de la 69e session de la Commission des stupéfiants à Vienne, composée de 19 membres. Ce panel devra formuler d'ici 2027 des recommandations sur l'avenir du système international de contrôle des drogues. Cette nomination intervient dans un contexte où le Maroc renforce sa présence dans les débats internationaux. Âgé de 40 ans, Khalid Tinasti s'est imposé comme une voix influente sur les politiques publiques internationales. Il a dirigé la Global Commission on Drug Policy et a contribué à plusieurs initiatives internationales. Chercheur et enseignant, il a publié dans des revues de référence et participe régulièrement aux débats publics. Sa nomination illustre donc la volonté du Maroc de peser dans la redéfinition des politiques globales en matière de drogue. Près de 40 millions de dirhams vont être mobilisés, alloués en tout cas, pour équiper la ville de Fès d'un système de chirurgie robotique. Effectivement, Rachid, donc selon l'article du matin, ce système de chirurgie assisté par robot sera utilisé dans plusieurs spécialités. On parle de chirurgie générale, urologique, gynécologique, thoracique, pédiatrique et même au réel. Doté de 4 bras robotisés et 2 consoles de commande, il offre une vision 3D immersive et une précision accrue. Ce système permet également d'intervenir dans des zones difficiles d'accès avec une grande finesse. Le dispositif reproduit en temps réel les gestes du chirurgien et facilite la communication avec l'équipe grâce à un système audio intégré. Et autre avantage, il permettra également d'assurer la formation continue des chirurgiens. Et Santé Magazine a pour sa part mis la lumière sur un autre enjeu de santé, mais cette fois pour les tout petits. La crèche peut être qualifiée d'usine à germes ou d'entraînement immunitaire intensif pour votre enfant selon les experts. 2 chercheuses britanniques expliquent que la fréquentation de la crèche accélère le développement de l'immunité chez l'enfant. Exposé à de nombreux virus, les enfants tombent plus souvent malades de rhume ou d'autres maladies. Donc entre 12 ans et 24 mois, un enfant peut contracter jusqu'à une douzaine de maladies. À 1 an, 70% des enfants en crèche possèdent déjà des anticorps contre certains virus responsables de maladies infantiles. Et à 5 ans, une majorité est également immunisée contre la varicelle. Donc, selon les études, ces enfants seraient ensuite moins malades à leur rentrée à l'école. Certaines infections étant moins graves dans la petite enfance, ce passage donc par la crèche pourrait être en fait bénéfique pour le développement de votre enfant et pour le développement immunitaire des tout petits. Et donc la science ne cesse de repousser ses limites, c'est ce qu'on va voir avec l'article de Futura. Des scientifiques ont mis au point une méthode pour fabriquer un médicament contre la maladie de Parkinson à partir de bouteilles en plastique usagées, une avancée à la fois médicale et environnementale. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont réussi à transformer le plastique PET, un plastique qui est très répandu dans le monde, en L-Dopa, principal traitement de cette maladie. Le procédé repose sur des bactéries modifiées capables de convertir les déchets plastiques en molécules actives. Cette méthode permet de réduire fortement les émissions de CO2
contrairement aux procédés pharmaceutiques classiques basé sur ce qu'on appelle la pétrochimie. Donc le secteur pharmaceutique représente aujourd'hui quand même 4,4% des émissions mondiales, un impact jugé important. C'est pourquoi cette innovation s'inscrit dans le développement des biomédicaments issus de ressources naturelles et moins polluants. La presse internationale, à présent, constate que malgré les frappes iraniennes, les pays du Golfe évitent pour l'instant toute riposte. Exactement, donc on a plusieurs États, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis qui ont été visés, mais aucune riposte n'a eu lieu pour le moment. Selon des experts, ces pays privilégient plutôt la retenue en raison de leur forte vulnérabilité. Leurs économies reposent sur des infrastructures énergétiques et maritimes que l'Iran peut facilement perturber selon BBC. Une riposte risquerait donc de les transformer en cibles directes avec plus de pertes que de gains. Mais un autre élément explique aussi leur retenue. Les dirigeants du Golfe restent marqués par les conséquences de la guerre en Irak en 2003, synonyme d'instabilité durable dans la région. Donc malgré leur dépendance à la protection militaire américaine, ils privilégient la voie diplomatique pour mettre fin aux tensions. La presse internationale qui nous apprend aussi que les Occidentaux quittent leur propre pays en masse. L'émigration a en effet augmenté de 20% depuis l'avant-pandémie. Donc on parle de 4 millions à avoir quitté leur pays en 2024. Les jeunes diplômés et les hauts retenus sont en tête de cette liste et pour cause, une fiscalité élevée, une instabilité politique et de nouvelles opportunités offertes par le télétravail, explique l'article de Courrier International. Ce phénomène concerne notamment le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suède où les départs explosent. Cette économie des expatriés modifie profondément les sociétés et les économies locales. Les États perdent des talents formés et des recettes fiscales, même si certains émigrés reviennent au bout de quelques années. La mobilité reste toutefois majoritairement interne au monde occidental, redessinant progressivement la carte de l'expatriation et des flux de main-d'œuvre qualifiée. Et on change complètement de registre avec une intelligence artificielle d'Alibaba nommée Rome. Celle-ci a détourné son environnement de test pour miner de la crypto-monnaie sans autorisation, conçue pour planifier et exécuter des tâches complexes et la rediriger des ressources GPU et ouvert une porte dérobée vers l'extérieur. Ces actions ont été détectées par le pare-feu d'Alibaba Cloud qui a alerté les équipes. Et selon l'article de la RTBF, le phénomène est lié à ce qu'on appelle la convergence instrumentale. Un modèle d'IA très capable développe des sous-objectifs pour atteindre ses buts, comme s'approprier des ressources. Alibaba a renforcé donc ses restrictions et ses contrôles pour éviter que ce type d'incident ne se reproduise. Des comportements similaires ont été aussi signalés chez d'autres IA, soulignant les risques émergents liés à l'autonomie croissante de ces modèles. Nous sommes aujourd'hui, Shaima, le mercredi 25 mars 2026. Quel autre 25 mars avez-vous retenu dans l'histoire ? Eh bien, Rachid, on remonte en 1957 à Rome, précisément 6 pays européens, Allemagne, France, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, signent le traité de Rome. 2 accords voient donc le jour, Euratom pour l'atome civil et la communauté économique européenne, future Union européenne. Cette initiative répond à la volonté de paix après la Seconde Guerre et à la nécessité de se renforcer face à la menace soviétique. Jean Monnet et Paul-Henri Spaak posent ainsi les bases de l'intégration économique et politique de l'Europe de l'Ouest, étape par étape, et 41 ans pile plus tard, soit le 25 mars 1998, la Commission européenne retient 11 pays, dont la France, comme candidat à la future monnaie unique, l'euro, une continuité dans le projet d'intégration européenne. Merci beaucoup à Shaima Fekili pour cette revue de presse.